C'était Culture Média sur Europe 1. Place à l'info média du jour avec vous, Philippe Vandel, et votre invité. Et cet hymne God Save the King, c'est l'événement planétaire et médiatique du week-end. Demain, le roi Charles III sera officiellement couronné à l'abbaye de Westminster, 70 ans après sa mère, la reine Elisabeth. Tous les souverains et chefs d'État du monde feront le déplacement. Tous, Poutine ne sera pas là. Toutes les télés de France et du monde entier seront mobilisées, ça c'est certain. Parmi elles, France 2 a placé un dispositif spécial pour couvrir l'événement, pour ne rien rater. Et c'est cet angle qui nous a passionnés. Bonjour Caroline Thébault. Bonjour. Vous êtes la rédactrice en chef de France 2 en charge des opérations spéciales, le défilé du 14 juillet, les obsèques nationales quand il y en a et les couronnements. C'est vous. Merci d'être avec nous sur le plateau dans le studio d'Europe 1. Combien de téléspectateurs sont attendus dans le monde? Et si j'ose dire, si je me permets, en France? Alors, difficile à dire. Pour les funérailles de la reine, c'était un record absolu dans le monde. C'était 4 milliards de téléspectateurs. Je crois que c'était le record. Ils ont battu le record de la cérémonie d'ouverture des JO d'Atlanta en 96. En France, ils étaient près de 8 millions. C'est vraiment énorme. Et on pense que pour le roi, même si ce n'est pas la reine, il y aura un fort engouement des téléspectateurs français. Une curiosité pour cette famille britannique depuis des années, depuis des siècles. Et puis, c'est vrai, un dispositif exceptionnel qui va nous permettre de vivre cet événement. Le dernier, c'était il y a 70 ans. Depuis, évidemment, la télé a changé. Et on va pouvoir vraiment rentrer dans cette cérémonie, la suivre, la vivre. Alors, Stéphane Bern va nous rejoindre dans quelques instants. Mais d'abord, il faut que vous nous présentiez le dispositif. L'antenne va être entièrement consacrée au couronnement du roi. Tout commence dès 6h30 du matin avec les équipes de la bien nommée Télématin. Exactement, à journée historique, dispositif historique, donc dès 6h30 avec Télématin exceptionnel autour de ce couronnement, avec évidemment les premières images en direct, les préparatifs, la montée en puissance, j'allais dire, et puis nous on prend l'antenne en direct dans la foulée avec Julien Bugier, avec Stéphane, tous nos invités, et puis tous nos correspondants, ils sont un peu plus d'une dizaine, ils sont à Londres et un peu partout sur les points stratégiques, Buckingham, Westminster, mais aussi à Windsor, et puis même jusqu'en Australie, dans le Commonwealth. Et oui, ce qu'il faut le dire, il est souverain, j'allais dire, elle est souveraine. Je suis tellement habitué à ce que ce soit une reine. Il est désormais le souverain du Commonwealth, donc il y aura même une envoyée spéciale à Melbourne. Exactement, parce qu'on pense que c'est intéressant de comprendre et de voir si les Australiens suivent ce couronnement comme les Britanniques ou même comme nous, on le suit. On voit bien depuis quelques années qu'il y a quand même des crispations, des failles dans ce Commonwealth qui ressurgissent. Et donc, on va suivre avec notre envoyée spéciale qui vient de Nouvelle-Calédonie, la première, qui va pouvoir nous montrer un petit peu l'ambiance en Australie. Dès 9h20, vous entrez en édition spéciale. Qui sera présent en plateau? Dès 9h, qui sera présent en plateau depuis Paris? Alors, autour de Julien, on aura bien évidemment Stéphane Bern. J'allais dire, c'est la personne pour nous stratégique, puisqu'il connaît personnellement le roi et la reine. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de Vue, qui est notre partenaire média, qui va nous donner également toutes les coulisses. Et puis, plein d'archives photos, toutes les unes historiques de cette famille royale. Philippe Arroir, ancien correspondant à Londres et spécialiste des questions religieuses pour toute la partie protocole, sacre, vraiment dans Westminster. Armel Diroux, qui est un ancien attaché militaire à l'ambassade britannique pour toute la partie militaire. Voilà, donc on a... Et puis tous nos éditorialistes, Étienne Lénard, Nathalie Saint-Cric, pour les enjeux stratégiques, parce que c'est aussi une cérémonie très politique et diplomatique qui se joue. Il y a les gens qu'on voit à l'antenne, qu'on entend à l'antenne. Il y a aussi tous les gens en coulisses, en back-office, comme on dit quand on veut faire croire qu'on parle très bien anglais. Une telle opération, c'est combien de personnes mobilisées? C'est énorme. Déjà, ça fait depuis septembre, depuis le décès de la reine, qu'on la prépare, parce qu'il faut se positionner très vite. Toutes les télés du monde, vous l'avez dit, sont présentes. Il faut se positionner très vite. Donc, c'est à la fois les bureaux de production qui sont en marche, c'est également tous nos envoyés spéciaux. Quand vous envoyez 10 personnes sur le terrain, vous multipliez par 3 à peu près le nombre de personnes présentes. Il faut des cadreurs, il faut des techniciens. Et puis, vous avez toutes les personnes ensuite le jour J en régie, comme pour vous, des gens au son, à la lumière, au cadre. Donc, c'est plusieurs dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent sur cet événement. C'est 7 heures de direct, donc ça demande beaucoup de monde. Plusieurs centaines de personnes, plus une personne indispensable. Stéphane Bern nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Salut Philippe. Merci d'être avec nous. À quoi va ressembler cette cérémonie? Ça fait 70 ans qu'on n'a pas vu ça. La plupart des Britanniques n'ont jamais vécu ça non plus. Racontez-nous les événements. Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, c'est un couronnement, le couronnement du roi d'Angleterre, mais c'est à la fois une tradition, un événement qui s'inscrit dans une longue tradition avec des gestes rituels très forts, forts d'une grande symbolique et plein de sens, comme le couronnement lui-même, l'onction sacrée, qui va faire d'un roi profane un personnage presque sacré, une sorte de lieutenant du Christ sur terre. Mais en fait, ce qui est tout à fait inédit,
c'est que le roi Charles a voulu un couronnement à sa mesure. C'est-à-dire à la fois low cost, qui va coûter moins cher pour le contribuable britannique, mais d'autre part, en invitant tous les chefs d'État du monde, ce qui ne s'était jamais fait, et d'autre part, en faisant en sorte que cela réponde à ses propres aspirations, c'est-à-dire le dialogue interreligieux, ce qui ne s'est jamais vu. Il y aura le grand rabbin d'Angleterre, il y aura le responsable des musulmans du pays, des sikhs, des hindous, des bouddhistes, tous vont participer. Et puis autrefois, c'était l'aristocratie qui présidait et qui accomplissait tous les gestes. Là, c'est la méritocratie. Il y a beaucoup de bénévoles qui ont travaillé pendant la pandémie. Et puis, avant, c'était surtout des hommes de plus de 50 ans et plutôt blancs. Aujourd'hui, il y aura beaucoup de femmes et des femmes de couleurs, d'origine tout à fait différentes. Ça, c'est la marque du roi Charles. L'onction sacrée, puisque vous en parliez, Stéphane, est-ce qu'elle sera filmée ou est-ce parce que je pose la question car autrefois c'était secret? Alors l'onction sacrée, vous avez tout à fait raison Philippe, autrefois elle était cachée du regard du public parce que c'est le moment le plus sacré de ce couronnement, quand la transfiguration d'un roi profane en un personnage quasi mystique. Eh bien la reine avait un dais, la reine Elisabeth II avait un dais au-dessus de sa tête. Là, eh bien on a brodé un tissu qui va couvrir, enfin qui va protéger le roi Charles III du regard public, mais c'est un tissu magnifique, comme une sorte d'arbre de vie, et dont les feuilles représentent les 56 États du Commonwealth qui appartiennent à cette communauté de langues et d'intérêts qu'est le Commonwealth. Donc il sera protégé du regard du public, effectivement, mais d'une autre manière que ne l'était sa mère. On va parler médias, on est une émission média, je vous apprends rien, ça sera pas tout à fait la même cérémonie que celle de 53, en même temps il y a une grande tradition. Les moyens de la télévision ont beaucoup changé en plus d'un demi-siècle. Est-ce qu'on va avoir des choses absolument inédites dans l'histoire de la télévision pour cette cérémonie ? Je ne sais pas si la télévision a beaucoup évolué, évidemment, en 70 ans. Vous savez que la reine Elisabeth, pour l'anecdote, elle avait accepté elle avait souhaité que ce couronnement de 1953 soit filmé, et qu'elle avait d'ailleurs accepté des conditions très particulières de mettre un rouge à lèvres bleu, de telle sorte qu'on puisse voir ses lèvres purpurines à la télévision. Bref, là, il y aura en tout cas des caméras partout, c'est-à-dire à tous les points de la procession royale qui va emmener le roi depuis Buckingham Palace jusqu'à Westminster Abbey, et puis au retour, il y a des envoyés spéciaux du monde entier. Mais voyez-vous, pour moi et pour Julien Bugier, pour Adélaïde de Clermont-Tonnerre et tous ceux qui seront en plateau, eh bien on reste à Paris parce qu'au fond on a toutes les caméras qui vont nous envoyer, surtout la BBC, ils vont nous envoyer toutes les images en temps réel de tous les points de la ville, de l'abbaye, de ce qui se passe peut-être dans le carrosse même qui va conduire le roi et la reine jusqu'à leur couronnement. Donc ça nous permettra de mieux voir. Au fond, vous savez ce qui est toujours très amusant, parce que les gens disent « Ah mais vous êtes à Londres ». Non. Mais non, si je suis dans une rue à Londres, je ne vois pas ce qui se passe dans la rue d'à côté. Et si je suis placé dans la cathédrale, eh bien je ne vois pas ce qui se passe dans le chœur. Donc au fond, en studio à Paris, pour les commentateurs comme moi, eh bien c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique de rester en studio. Ouais. C'est ce que ça me rappelle la Formule 1. Maintenant, on voit mieux les courses à la télé qu'au bord du circuit. Oui. Quelle sera la place d'Harry dans cette cérémonie? Pourquoi Meghan n'est-elle pas venue? Et Charles va-t-il porter des tenues de seconde main? On continue à parler avec Stéphane et Caroline Thébault du couronnement de Charles III sur Europe 1 dans Culture Média. L'info média du jour et Culture Média continue sur Europe 1. Nous sommes avec Caroline Thébault, c'est la rédactrice en chef de France 2 en charge des opérations spéciales. Et en voici une d'opérations spéciales. On est avec Stéphane Bern, on parle du couronnement de Charles III. Stéphane, vous parliez d'une cérémonie entre guillemets low cost. Il paraît que Charles III va être obligé de recycler les vieilles nippes du grand-père. Oui, et je ne sais pas si c'est du low cost, mais en tout cas, il a c'est pas du low cost. Non, il a choisi de recycler le manteau d'apparat et la tunique qu'utilisait son grand-père George VI pour son couronnement en 1937. De même que la reine Camilla portera les vêtements qu'a porté la reine Elisabeth II pour son couronnement en 1953. Oui, on a essayé de recycler le plus possible, on a essayé de dépenser le moins d'argent possible. Alors je sais qu'il y a toujours des polémiques en Angleterre, vous savez, mais dans tous les pays, combien ça coûte? Oui. Mais moi je pose une question.
Oui, il y a ce que ça coûte, plusieurs dizaines de millions d'euros, surtout pour la sécurité, mais la sécurité des chefs d'État du monde, parce que c'est ce que les Anglais appellent du soft power. Tous les chefs d'État seront présents, y compris notre président, et puis le président allemand, tous les souverains d'Europe et du monde, mais il y a ce que ça rapporte. Et là, on a vu les chiffres déjà aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus une chambre d'hôtel, par exemple, disponible à Londres. On table sur le fait que ce couronnement va rapporter beaucoup plus de devises à l'État britannique que ça n'a coûté pour l'organisation du couronnement. Un mot de la super tunica qu'il va porter, c'est un impressionnant manteau d'or à manches longues qui a été fabriqué en 1911. Mais il est absolument somptueux et quand on le voit, on se dit pas tiens, c'est une mesure d'économie. Dites-moi Stéphane, est-ce qu'il aura, le roi aura vraiment une couronne qui ne sera pas spécialement fabriquée pour lui? Il va recycler une couronne? Ah bah, recycler une couronne, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, cher Philippe, les objets de la régalia. La régalia, ce sont des insignes royaux qui datent depuis je dis pas la nuit des temps, parce que ceux-là, après la grande révolution du XVIIe siècle, avaient été fabriqués pour Charles II en 1661. Mais donc, il y aura la couronne de Saint-Édouard, avec laquelle, traditionnellement, le roi d'Angleterre ou la reine d'Angleterre est couronné. Et il va s'asseoir d'ailleurs sur le trône, sous lequel on a mis la pierre de la destinée qui est gardée à Scone en Écosse, et la reine ne va pas porter la couronne de la reine mère parce qu'il y a le Koh-i-Noor qui pose problème avec les Indiens, mais elle va recycler une autre couronne, celui de la reine Mary qui était l'épouse de George V. Donc si vous voulez, ce sont des objets qui se transmettent de génération en génération. On ne fabrique pas pour le roi de couronne spéciale. Jusqu'à présent on fabriquait une couronne pour la nouvelle reine, mais là elle a préféré recycler la couronne de la grand-mère du roi Charles. La question que tout le monde se pose, ce sont les enfants. Les Anglais sont comme nous, ils aiment les polémiques. Quelle sera la place d'Harry dans le protocole et pourquoi ni Meghan ni leurs enfants n'ont fait le déplacement? Alors, il y a une différence maintenant dans le protocole royal entre ce qu'on appelle les membres actifs de la famille royale et les membres non actifs de la famille royale. Les membres actifs seront à la fois présents dans le cérémonial et puis présents sur le balcon. Il y a exactement 16 membres ou 15 membres, plus le mari de la princesse Anne qui n'a pas vraiment un rôle actif, mais on ne va pas séparer les couples. Quant à Harry, eh bien, il est un membre non actif, comme le prince Andrew, le frère de Charles, ou comme ses cousines Béatrice et Eugénie d'York. Donc ils seront effectivement présents dans la cérémonie, mais ils n'auront pas le même rôle que William, qui va donner le baiser d'allégeance à son père en l'embrassant sur la joue et en touchant sa couronne, en s'agenouillant devant lui et en lui jurant obéissance et fidélité. Et je crains que Harry ne soit pas présent non plus sur le balcon. D'ailleurs, il a prévu de repartir 2 heures après le couronnement en Amérique pour retrouver son fils Archie qui fête ses 4 ans. Quant à Meghan, vous savez, ils vivent beaucoup maintenant de tout ce qu'ils racontent sur la monarchie. Harry a calculé que c'était préférable pour lui d'être présent parce que les absents ont toujours tort. Quant à Meghan, elle donne l'argument qu'au fond, elle veut rester près de son fils qui fête ses 4 ans ce jour-là. Ce que je comprends tout à fait, d'autant qu'un gamin de 4 ans ne va pas jouer un rôle actif au couronnement de son grand-père. Donc voilà, la raison officielle me convient, même si je pense que, comme une bonne actrice, elle a lu le scénario, elle a vu qu'il n'y avait pas une place de premier rang pour elle, et donc elle a préféré rester à la maison, ce que j'aurais fait à sa place aussi. Stéphane Bern, on entend votre enthousiasme, votre intérêt, votre connaissance. Comment expliquez-vous que les Français soient tellement fascinés par la couronne d'Angleterre alors qu'ils ne supportent jamais très longtemps leur président? Eh bien parce que justement les rois n'ont pas le rôle de président. Au fond, c'est toute la difficulté. Nous vivons dans une république monarchique alors que les Anglais vivent dans une monarchie républicaine où on pose des questions tout le temps au peuple. On revient toujours au peuple en Grande-Bretagne. Le peuple est aussi souverain que le souverain lui-même en Grande-Bretagne. Alors c'est ce qui fait la différence. Le roi n'a pas de pouvoir, mais c'est pour ça qu'on lui en prête beaucoup et il a un pouvoir
pouvoir moral, c'est un magistère. Et donc, c'est une figure symbolique. Je pense à George Orwell qui disait « Tant qu'on promènera une figure de cire dans un carrosse, on évitera les Hitler et les Staline ». Et je crois qu'on a besoin de rêver aussi. Et c'est vrai que ces figures emblématiques, eh bien, à la fois plongent dans l'histoire et puis permettent de rêver. Le flot de l'histoire est tout d'un coup plus compréhensible. Alors, je n'ai pas connu de couronnement il y a 70 ans. J'en verrai peut-être plus d'autres en Angleterre avant la fin de ma vie. Donc, je vais essayer d'en profiter aujourd'hui. Dernière question média, vous allez préparer des notes ou vous connaissez trop bien le sujet, Stéphane Bern? Alors, c'est vrai que je répète depuis 30 ans pour cet événement, mais pour autant, j'ai pris pas mal de notes parce que c'est vrai que quand vous allez voir la baronne Amos qui va tenir le gant du couronnement et le tendre au souverain, quand vous allez voir le grand rabbin qui va lui tenir les bracelets ou voilà. Donc tout cela, il faut évidemment se faire des trombinoscopes, se prendre des notes, décrypter chaque chose. Au fond, ce qui fait la différence, si vous voulez, pendant ces cérémonies, c'est qu'il faut absolument donner le sens des choses, décrypter ce que les gens voient à l'écran. Parce que dans un rituel, surtout pour un couronnement, chaque geste compte, chaque geste a une symbolique forte. La baronne Amos qui sera l'invitée de Culture Média la semaine prochaine, mais non, je plaisante, vous m'avez appris son nom. Merci beaucoup Stéphane Bern pour votre connaissance universelle de ce sujet encyclopédique. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média. Merci beaucoup Philippe, bonne journée. Caroline Thébault, on peut préparer tous les dispositifs de la Terre. À la fin, quand on a Stéphane Bern dans l'équipe, il peut rien vous arriver. Ah, c'est sûr que Stéphane Bern, c'est un énorme privilège pour nous. C'est la personne qui connaît sans doute le mieux la famille britannique. Il connaît, on l'a dit, le roi et la reine. Après, pour avoir la meilleure... En France. Après, pour avoir la meilleure émission spéciale, il faut évidemment être dans les meilleurs endroits, avoir positionné nos reporters aux meilleurs endroits et puis sortir les meilleures archives, parce que c'est aussi ça, je pense, notre plus-value. C'est toute cette boîte à archives qu'on ouvre pour revivre l'histoire de cette famille royale. Et les infos, quelles informations vous ont donné le protocole sur le déroulé de la journée ? Alors, c'est toujours au compte-gouttes avec Buckingham, ce n'est pas évident. On en a encore qui arrivent petit à petit, notamment toute la partie liturgique, le déroulé, les horaires, tout ça s'affine, tout ça change, donc il faut être souple sur les appuis. Après, on a aussi nos correspondants à Londres qui nous alimentent beaucoup en informations. Et voilà, on s'adapte, on change encore aujourd'hui le menu, le déroulé de la journée de demain pour être au plus près de l'événement. Comme l'a dit Stéphane, il faut qu'on puisse donner le maximum d'infos, de coulisses, d'informations aux téléspectateurs sur ce moment historique. Comment vos commentateurs vont faire pour reconnaître tous les visages de toutes les personnes qu'on va voir filmer dans l'église? Vous vous êtes fait une sorte de trombinoscope? On a des trombinoscopes, Stéphane l'a dit, et puis on a surtout en plateau des experts, des personnes qui suivent ces événements depuis des années. Voilà, Stéphane Bern, Adélaïde les connaît très bien, Étienne et Nathalie, nos éditorialistes, les connaissent, donc ils ont déjà leur savoir-faire, et puis on travaille tous en amont énormément. Merci beaucoup Caroline Thébault, comme vous dites, souple sur les appuis. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef des opérations spéciales de France 2. Je rappelle aussi que juste après la cérémonie sera diffusé à 16h ou 16h10 sur France 2 un documentaire inédit de Daniel Moreau raconté par Stéphane Bern consacré à la saga des mariages princiers. Mais nous aussi on est gagnants sur Europe 1 parce que nous aussi on a Stéphane Bern sur l'antenne et en cette veille du couronnement de Charles III. Il nous propose cet après-midi un historiquement vôtre 100% british. Il reçoit Stephen Clark, journaliste britannique, et Philippe Kyle, auteur de la première biographie de Charles III en français chez Perrin. David Castello-Lopez nous raconte les origines de Big Ben. Historiquement vôtre, c'est sur Europe 1 du lundi au vendredi de 16h à 18h.